Bien, eh bien, voilà, on va laisser rentrer nos participants dans la salle les uns après les autres. Euh, 22, 24, ça monte bien même, on va dire. On va arriver, logiquement, nous sommes 124 inscrits, donc on va arriver au minimum à 50% des inscrits. S'ils viennent tous, ce sera encore mieux, mais voilà, c'est un peu les taux que nous connaissons. Merci, merci d'être tous avec nous ce soir. Évidemment, pour un sujet qui est assez vaste, puisqu'on a décidé de parler de trois entrepreneurs, trois entreprises qui luttent contre dans un seul domaine qui est l'AVC. Alors, l'AVC ischémique, l'AVC hémorragique, et puis un dispositif médical qui permet de bien connaître l'impédance des tissus et de savoir de caractériser en fait les tissus. Donc c'est très bien. Et puis on a toujours notre mot d'ordre hein, chez Biotech Finance, c'est chaque patient guéri est une victoire pour laquelle nous vibrons depuis 30 ans. Il faut avoir un certain âge pour vibrer depuis 30 ans, mais je pense que c'est toujours important de garder cette ligne, de dire on est là pour guérir, on est là pour aider à guérir et c'est magnifique ce que l'on fait comme effort dans ce domaine. On va le voir. Alors, trois entrepreneurs qui sont avec moi, qui sont Franck Bozac pour Samsung. Franck Bozac, bonjour. Bonjour Jacques, Jacques Bernard. Ensuite, Bonjour. j'ai Marc Deschamps pour Bioxodes. Bonjour Marc. Bonjour Jacques Bernard, bonjour à tous. Et Gilles Avenard pour Acticor Biotech. Bonjour Gilles. Bonjour Jacques Bernard et merci pour cette invitation et bonjour à tous les deux autres, Marc et Franck. Voilà, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. Alors, la pratique veut, évidemment, on va avoir cet échange, on va aborder trois grands points, et puis n'hésitez pas à formuler vos questions, hein, vous qui êtes participants à ce webinaire. Vous avez un question-réponse qui est là. Je n'hésiterai pas à reformuler les questions que vous me posez par écrit, mais avec de vraies questions, s'il vous plaît, c'est toujours intéressant. Voilà, alors, les trois sociétés en présence, on a évidemment Acticor, qui est une de nos belles biotech, hein, qui a un traitement dans le domaine de l'AVC ischémique avec Glendocimab. Bien sûr, récemment, il y a eu un petit écueil, on va dire, sur un essai, mais les nouvelles sont quand même bonnes parce qu'il y a une sous-population qui est intéressante et on va en parler tout à l'heure. Ce sera vraiment, il y a des perspectives et c'est la preuve qu'il y a quelque chose, il y a toujours quelque chose à faire. Ensuite, Bioxodes, qui est Bioxodes avec Biox 101, pas Biox 101. Biox 101, on est dans l'AVC hémorragique et c'est un candidat qui est destiné aux patients atteints de maladies thrombo-inflammatoires. Donc, il a un mécanisme d'action tout à fait particulier qui est très original et on va en parler aussi tout à l'heure. Et puis, Franck Bozac qui déploie Clotilde, Clotilde, qui est un dispositif qui est capable de fournir en temps réel hein, une mesure de l'impédance des tissus, donc de déterminer les caractéristiques et de faciliter finalement les interventions chirurgicales dans l'AVC. Voilà, c'est un peu les trois domaines qu'on va aborder. Et alors, il y a un état des lieux qu'on va pouvoir faire d'abord, ça va être le premier grand volet de cette intervention. C'est évidemment l'état des lieux et les chiffres. Alors les chiffres, ils varient. Hein. Récemment, on a calculé qu'il y avait peut-être 8 millions d'AVC dans le monde par an. Il y avait une autre étude qui disait qu'il y en avait 15 millions. Alors, peut-être un peu, elle donnait des éléments de cette nature. 15 millions, c'était le global. Sur ces 15 millions, 13 millions qui étaient des AVC ischémiques et puis 2 millions des AVC hémorragiques. Voilà un peu les grands chiffres. C'est un domaine qui, évidemment, d'un point de vue coût social, est extrêmement lourd pour chaque société. C'est plusieurs milliards de dollars. Mais j'aimerais avoir votre analyse, vos chiffres, chacun dans vos domaines, pour nous dire un peu ce qu'il en est. État des lieux, c'est le premier volet. Qui veut commencer? Moi, je veux bien commencer sur l'AVC ischémique pour un état des lieux. J'ai aussi des chiffres qui varient. On va dire qu'en France, il y a environ 150 000 nouveaux cas d'AVC par an, probablement moins
plutôt aux alentours de 100 ou 120 000 qui sont des AVC avérés, qui vont à l'hôpital, qui arrivent dans une unité neurovasculaire. Donc, effectivement, c'est une pathologie extrêmement fréquente. Et puis, mais je pense qu'on en reparlera, mais dans cet état des lieux, il faut dire que depuis un peu moins de 10 ans, le standard de traitement évolue, la prise en charge des patients évolue, alors qu'elle n'avait pas évolué depuis les 20 ans précédents. Je vais Oui, peut-être parler, Gilles, si tu me permets. Bien Donc, en sûr. fait, ici, dans l'AVC hémorragique, hein, on parle quand même de 20 millions de patients qui sont toujours des survivants, entre guillemets, et qui vivent avec des séquelles. Je parle évidemment au niveau mondial. Très justement, Jacques Bernard, clairement 2 millions en incidence, donc 2 millions de cas par an, dont plus ou moins 200 000 cas si on prend les États-Unis, les grands pays européens et le Japon, et 800 000 cas rien qu'en Chine chaque année. Donc ça peut être extrêmement, évidemment, impactant pour les soins de santé, extrêmement impactant pour les patients. Et l'AVC hémorragique est responsable de 40% de toute la mortalité des AVC. Donc, c'est vraiment l'affection qui, à l'heure actuelle, est considérée comme la plus importante. Et aussi parce que, à l'inverse de ce que Gilles nous disait, il n'y a, à l'heure actuelle, et on en reparlera par après, pas vraiment de solution pour prévenir les dommages au niveau du cerveau du patient. Mais je voulais juste faire quand même un petit point sur ce qui vient d'être publié dans le Lancet Neurology cette année et dans donc, Global Disease Burden. En fait, c'est très intéressant de voir que l'AVC en général est considéré en termes de DALI, hein, Disability Adjusted Life, Lives, ici Years, comme l'indication neurologique la plus impactante, évidemment, au niveau des patients et des soins de santé, bien avant l'Alzheimer, le Parkinson disease. Donc, elle est quelque part sous-estimée. Et bon, nous aurons l'occasion d'en parler par après. Mais que ce soit dans les pays développés comme les nôtres, ou des pays en voie de bien avancé de développement ou en développement, on retrouve les mêmes statistiques. Il y a un petit point intéressant au passage, Marc, sur les 800 000 cas en Chine, parce qu'on voit qu'il y a un saut quand même quantique dans le nombre de patients potentiels. C'est pas seulement lié à la population, c'est lié aussi à une absence de contrôle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça en deux Oui, parce mots? que comme tout le monde au départ, on se dit que ça doit être un problème génétique, mais on ne le retrouve pas dans des populations similaires ou en tout cas très proches comme le Japon, la Corée, etc. Par contre, ce que l'on sait, et ça a été très bien décrit par les autorités chinoises avec deux belles publications l'année dernière, très fouillées d'ailleurs, mais que c'est l'AVC qui est vraiment la première cause de mortalité et malheureusement de problèmes de récupération par après pour les patients. Eh bien, dans le cas hémorragique, c'est vraiment la pression sanguine qui est complètement ignorée et qui est vraiment, je dirais, le silent killer dans cette indication. Certainement en Chine. Merci pour cette précision. France. oui, et je dirais, donc, comme disait Gilles, pendant très longtemps, pour les patients de l'AVC, on ne pouvait pas faire grand-chose. On avait des médicaments, mais qui étaient éligibles que jusqu'à 4 heures ou 4 heures et demie, dépendant si aux États-Unis ou en Europe. Mais là, grâce aux dispositifs médicaux, depuis 10 ans, on a maintenant une nouvelle chance pour ces patients avec l'arrivée de la thrombectomie mécanique, donc la capacité de retirer mécaniquement le caillot soit par une aspiration, soit par un stent retriever ou une combinaison des deux dispositifs. Et ça, c'est une intervention qui a complètement révolutionné la prise en charge parce qu'elle a maintenant une éligibilité des patients qui peut aller jusqu'à 24 heures, voire au-delà. Il y a maintenant des premières études qui commencent de même regarder des patients au-delà de 24 heures jusqu'à 3 jours, grosso modo. Et là, un traitement qui peut donc aider jusqu'à un tiers des patients atteints de AVC ischémique. La seule chose qui est maintenant l'autre couvert de médaille, malheureusement aujourd'hui, il y a dans le monde qu'à peu près 12% des patients qui peuvent en bénéficier. Et donc, une grosse travail maintenant depuis 10 ans de rendre plus accessible ce traitement à un plus grand nombre de patients.
Parfait. Alors, merci pour cette petite introduction. On va passer maintenant au traitement standard. Ça, c'est un point, mais aussi au standard of care. On l'a dit. Il a beaucoup évolué depuis 10 ans. C'est une bonne nouvelle hein, que ça évolue et que ça a évolué comme ça. Est-ce qu'on peut avoir une vision, vos analyses de cette évolution du standard of care dans chacun de vos domaines? On va commencer évidemment par Gilles. Donc, dans l'AVC ischémique, il y a un médicament qui est l'activateur tissulaire du plasminogène. C'est une protéine recombinante qui a été développée il y a maintenant plus de 20 ans par Genentech et qui est distribuée en Amérique du Nord par Roche Genentech et puis dans le reste du monde, excepté la Chine où il commence à y avoir un générique, mais par Boehringer Ingelheim. Et euh, ce produit RTPA, qu'on appelle aussi l'altéplase, est, comme l'a dit Franz, indiqué dans les 3 heures aux États-Unis, dans les 4 heures et demie en Europe et dans le reste du monde. C'est un médicament qui a une efficacité qui est modérée, je vais dire, c'est-à-dire que tous les patients ne sont pas guéris quand ils sont traités. En plus, vu le time window, le moment où le patient doit arriver à l'hôpital, il y a assez peu de patients qui sont traités, avec d'ailleurs une disparité géographique qui doit nous interpeller parce que, par exemple, en Allemagne, il y a 2 fois plus de patients qui arrivent dans les 4 heures et demie à l'hôpital qu'en France. Donc c'est vraiment un problème d'éducation sanitaire, de reconnaissance de l'AVC. Autant l'infarctus du myocarde est une pathologie que maintenant tout le monde sait reconnaître devant une douleur thoracique forte. Un AVC, c'est plus difficile à c'est c'est plus difficile, mais en même temps, c'est parce qu'on n'est pas assez éduqué qu'on ne le reconnaît pas. Voilà, donc l'altéplase, c'est un médicament qui existe depuis 20 ans, qui aujourd'hui est largement utilisé chez les patients qui arrivent dans cette limite de temps à l'hôpital n'importe où. Et puis, il y a un nouveau médicament qui n'est pas non plus un médicament très, très récent, qui est tenectéplase, qui est un médicament qui est le petit frère, je dirais, de l'altéplase, qui est un médicament dont l'avantage essentiel est de se donner en bolus, alors que l'altéplase, c'est une perfusion intraveineuse. Et ce médicament vient d'être enregistré en Europe. Il va être enregistré aux États-Unis, même si il y a beaucoup de prescriptions aux États-Unis off-label. Et ce médicament, bon, va apporter un renouveau, je dirais, parce que comme c'est un bolus, il va pouvoir être utilisé plus rapidement, peut-être même dans certaines ambulances. Voilà. Ce qui me fait dire d'ailleurs qu'il y a une évolution dans la prise en charge de l'AVC qui sont dans certains pays l'utilisation d'ambulances équipées d'un scanner, qui sont des mobile stroke units, et qui permettent la prise en charge très précoce du patient directement lorsque le centre d'urgence est prévenu de symptômes potentiels ou évocateurs d'un AVC. Donc pour l'AVC hémorragique, pour l'AVC ischémique, c'est aujourd'hui le seul traitement, donc cet activateur tissulaire du plasminogène, qui est un thrombolytique qui va dissoudre le caillot. Et puis, il y a quelques médicaments en développement, dont le nôtre, mais pas que. Il y a quelques startups dans le monde qui développent également des médicaments pour améliorer soit la recanalisation, soit au contraire ce qu'on va appeler la reperfusion, dont on parlera tout à l'heure. Parfait. Marc, du côté de l'AVC hémorragique, la situation est complètement différente, mais qu'est-ce qu'on peut avoir comme information sur le standard of care, même si aujourd'hui il n'existe pas? Ben, quand on écoute les experts, évidemment, ils déplorent le peu
comment dire, d'armes possibles pour enrayer évidemment la problématique de cet AVC hémorragique. Donc en fait, grosso modo, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont essayer de stabiliser le patient, hein, puisque le patient a fait le scan dont Gilles parlait, il n'est pas ischémique, il est hémorragique, donc il monte aussi en unité d'AVC, mais malheureusement, là, il n'y a qu'une chose à faire, c'est essayer de le stabiliser, de diminuer la pression sanguine, et certains disent de prier. Par contre, si malheureusement c'est un AVC hémorragique dramatique, très important, ben là, bien sûr, ils vont intervenir, ils vont devoir intervenir au niveau chirurgical, mais là, ça sera beaucoup plus pour essayer d'ouvrir le crâne, de diminuer la pression intracrânienne et potentiellement d'irriguer également le sang. Mais le pronostic, évidemment, pour ces patients est fortement engagé, comme vous pouvez l'imaginer. Donc, pour le moment, si on regarde la fenêtre de 72 heures entre le moment où le patient fait son AVC hémorragique et le moment où on peut commencer à le traiter pour d'autres choses, puisqu'on ne peut pas donner des héparines à poids moléculaire pour éviter les thromboses veineuses, etc., tant que le patient saigne ou qu'il est en risque de saignement. Donc ce n'est qu'après 72 heures qu'ils vont commencer à pouvoir essayer de traiter le patient pour des phénomènes tout à fait secondaires. Malheureusement, tous les dégâts au niveau du cerveau sont déjà faits, ce qui entraîne cette mortalité fort importante et malheureusement aussi la difficulté qu'ont les patients de récupérer rapidement et le plus complètement possible une vie normale, un travail normal, etc. Donc voilà, pour le moment, rien, sauf notre produit en développement. Alors, on reparlera plus tard du rationnel, évidemment, pour ce développement, mais on a beau regarder la littérature, on a beau regarder les sociétés qui développent, parfois il est mentionné AVC hémorragique, mais c'est toujours dans un état d'intention de développer tel ou tel médicament dans cette indication. Mais pour le moment, en tout cas, pour tout ce qui est public, nous ne voyons pas d'autres développements que le nôtre. Parfait. Si je France, peux de rajouter, si je peux votre... rajouter quelque Oui, chose, oui, excuse-moi, Jacques oui, Bernard. oui. Euh, Marc parle de l'AVC hémorragique qui est la pathologie due à l'hypertension. Il y a un autre point qu'il faut bien avoir en tête pour tous nos auditeurs ou nos participants, c'est que dans l'AVC ischémique, il y a un risque de transformation hémorragique et ce risque est extrêmement important et il explique aussi pourquoi il n'y a pas eu de médicaments pendant plus de 30 ans dans cette pathologie. C'est qu'en fait, tous les anticoagulants, tous les antiagrégants plaquettaires qui ont été essayés à la phase aiguë de l'AVC ischémique ont provoqué des transformations hémorragiques. C'est pas tout à fait la même pathologie que celle dont parle Marc, mais c'est une gravité aussi extrêmement importante. Oui, Gilles, et je te remercie de le préciser. Donc ici, nous, notre développement, pour le moment, se fait dans l'hémorragie intracérébrale spontanée. Oui. Parfait. Et France, donc, de votre oui, côté, donc pour la thrombectomie, grosso modo, comme je disais, il y a 10 ans, c'était au début un complet hasard que c'est arrivé parce qu'un médecin était tellement savait pas quoi faire avec son patient qu'il a testé un dispositif qui était un stent qui n'était pas prévu pour récupérer des caillots, mais il a essayé, et ça a marché, ça a lancé toute une révolution. Et au début, on était vraiment très content de pouvoir ouvrir les artères parce que là, on avait donc une nouvelle option pour les patients atteints d'AVC ischémique. Maintenant, ce qu'on a, et c'est depuis aussi que ce traitement est devenu, ou cette maladie est devenue une véritable urgence, donc une véritable notion de, il faut que je ramène le patient au plus vite à l'hôpital parce que j'avais une opportunité de faire que sa vie sera mieux et que justement il ne se retrouvera pas en dépendance par la suite ou la mort. Ce qu'on s'est rendu compte maintenant au fur et à mesure des années, c'est que en fait, je dirais, la qualité de cette recanalisation, elles deviennent de plus en plus exigeantes. Donc, au début, comme je disais, c'était, OK, est-ce que j'arrive du tout à ouvrir l'artère ou pas? Ensuite, c'était démontrer que ouvrir l'artère au premier coup, donc avec une seule passage, est mieux pour les patients. Ça semble évident, mais il faut aussi le démontrer dans des études, et ça, c'est très fortement démontré. Et maintenant, pas que ça, pas uniquement arriver à ouvrir l'artère au premier coup, mais aussi la qualité de la ouverture. En fait, on a
On a un score qui s'appelle le Clicky Score qui évalue cette qualité de l'ouverture. Et au début, on était, donc si on disait ouverture au premier coup en 2B, ça veut dire qu'on a ouvert à peu près 50% des vaisseaux qui étaient bloqués au début. Aujourd'hui, l'exigence devient, ou le standard ou l'objectif devient de ouvrir complètement toutes les artères dans une seule coup. Et c'est ça justement sur lequel Sensum après se charge pour aider les médecins à trouver les meilleures manières d'arriver à ce meilleur résultat pour les patients. Très bien. Alors, on a vu ce paysage. On a un coût social qui est exceptionnel, dans le sens monstrueux, le coût social. On a un standard of care qui évolue, donc c'est une bonne nouvelle. Et pourtant, le secteur reste boudé par les investisseurs. Alors, est-ce qu'on peut essayer de comprendre les freins déjà, et puis essayer d'imaginer comment lever ces freins, comment ces freins peuvent être levés. Est-ce que ça dépend d'une décision des autorités de santé qui modifierait l'approche, qui, comme on l'a vu dans la cardiologie, hein, il y a eu des modifications sur certains points donc, qui ont permis d'avancer. Est-ce qu'il y a des choses qui sont en train de se passer? Est-ce qu'il y a des choses qui sont en train d'évoluer? Qui veut prendre la parole sur le sujet? Oui, Gilles. je pense que les choses sont en train d'évoluer, mais c'est vrai qu'un domaine dans lequel il y a eu beaucoup d'échecs de médicaments, dans lequel la pathologie, je dis pas n'intéresse pas, mais est extrêmement réduite en termes de cibles hospitalières. Euh, c'est finalement alors, c'est pas du tout une pathologie orpheline au sens habituel de pathologie orpheline, mais c'est une pathologie qui effectivement n'intéresse pas aujourd'hui la plupart des grands groupes pharmaceutiques et n'intéresse pas non plus les autorités qui se sont penchées plutôt sur le problème du handicap que sur le traitement de la phase aiguë. Il faut, il faut s'imaginer cette pathologie comme étant prise en charge dans les 24, 48, 72 heures après le premier symptôme. Et puis ensuite, il n'y a pas de traitement médicamenteux. On n'est pas du tout dans une pathologie chronique. On n'est pas du tout dans le cancer où les traitements durent un certain temps. Il peut y avoir des rechutes, etc. Là, l'AVC, c'est un accident grave qui survient de façon totalement inopinée, de façon totalement imprévisible. Et le traitement de la phase aiguë, c'est quelque chose qui, effectivement, a été boudé par beaucoup. Moi, quand on a créé Acticor il y a 10 ans, j'avais téléphoné au ministère de la Santé, à la personne qui était, au médecin qui était en charge des AVC et qui m'avait répondu, non, non, les nouveaux traitements, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est prendre en charge le handicap. Donc, oui, je pense il y a eu beaucoup de freins. Alors, aujourd'hui, les choses sont en train de changer, j'en suis certain. Je pense que la thrombectomie a complètement modifié le paysage, d'abord le paysage hospitalier, parce que je ne sais pas si Franz va en parler, mais il y a il y a des centres qui peuvent faire de la thrombectomie et il y a beaucoup d'unités neurovasculaires qui n'en font pas. Donc, il va y avoir toute une organisation. Est-ce qu'on doit transférer les patients directement pour leur faire une thrombectomie ou au contraire, est-ce qu'ils doivent arriver dans un hôpital plus généraliste avant et puis être transférés secondairement? Donc, tout ça est en train d'évoluer et je pense que et les pouvoirs publics et les industriels vont commencer à s'y intéresser. Mais les industriels et les investisseurs, c'est de façon beaucoup plus timide. Je l'ai dit tout à l'heure, l'altéplase, c'est deux pharma au monde. Donc, il n'y a aucune concurrence. Et nous rencontrons beaucoup de grands groupes pharmaceutiques qui ne connaissent pas du tout la pathologie, qui ne connaissent pas les prescripteurs, qui ne connaissent pas les hôpitaux, donc c'est quelque chose de nouveau quand même aujourd'hui. J'ai Je vois ce que tu dis.
Oui, et pour compléter, donc je suis tout à fait d'accord avec Gilles. Ce qui a été un premier progrès, c'est la création des unités d'AVC. Moi, je l'ai connu puisque j'ai passé 30 ans dans GlaxoSmithKline, mais c'était encore juste avant la fusion du temps de Glaxo Wellcome. On a développé un magnifique traitement pour l'AVC ischémique qui est allé jusqu'au bout de sa phase 3 et qui s'est révélé être un excellent placebo, malheureusement. Et donc ça explique aussi pourquoi, comme tu le disais très bien, Gilles, mais pour le pharma, c'est l'image d'une indication risquée. Parce qu'il y a eu de nombreux échecs réels. Quand on arrive en fin de phase 3, ça coûte beaucoup. Et puis, quelque part, pour les faire changer d'avis maintenant, à partir du moment où c'est pas stratégique, il faut vraiment être capable de leur montrer quelque chose qui peut les intéresser. Il faut aussi qu'ils aient une structure, on va dire, médico-commerciale proche de la neurologie, du neurovasculaire ou en tout cas du critical care dans les hôpitaux. Donc, ça nécessite beaucoup de choses et des résultats cliniques également sur lesquels ils vont pouvoir quelque part poser leur jugement. Alors on voit ces derniers temps un peu plus de groupes pharmaceutiques qui commencent à être intéressés. Et puis du côté investisseur, même chose. Il n'y a jamais rien eu comme excite, hein, en fait, intéressant qui a été fait dans le domaine de l'AVC, qu'il soit ischémique ou hémorragique. Et donc, à partir du moment où ce n'est pas stratégique pour eux, c'est perçu comme une indication risquée. Donc, l'effort à faire pour pouvoir les intéresser n'est pas double, triple, il est potentiellement quadruple et autres. Donc, oui, c'est un domaine extrêmement, extrêmement délaissé pour le moment et c'est bien dommage. Parce que, comme tu l'as très bien dit, Gilles, l'impact, et toi aussi, Jacques Bernard, l'impact sur les soins de santé et l'impact sur le patient est énorme. Nous, ce que nous espérons, sans aller trop dans les détails, c'est de faire en sorte que les patients puissent récupérer plus vite et mieux, puissent récupérer une vie normale. Et en ce sens-là, on pourra rencontrer des besoins des systèmes de soins de santé parce que on pourra diminuer évidemment l'impact financier, appelons un chat, sur les soins de santé. Mais nous devons absolument le prouver par A plus B, même C et D, à partir de ce moment-là, nous pourrons avoir une vraie discussion avec des investisseurs et avec des grands groupes pharmaceutiques. Heureusement, il y en a de plus en plus qui s'y intéressent, mais pour le moment, c'est encore relativement embryonnaire. Il nous manque le dispositif, France. Alors, le Oui, dispositif, c'est un cas particulier parce qu'on a un règlement qui arrive qui met un peu le bâton dans les roues, mais vous en parlez mieux que moi. tout à fait. Oui, donc je dirais que le dispositif était un tout petit peu différent dans le sens où, comme je disais, c'était on vient de passer un temps extrêmement excitant pour les dispositifs parce que justement, il y avait les premiers stent retrievers qui arrivaient. Et ensuite, chacune des grosses sociétés, bien sûr, avait besoin d'un stent retriever. Du coup, il y avait des startups qui créaient différentes versions et variantes de ces dispositifs. Ensuite, il y a les cathéters d'aspiration qui arrivaient. À nouveau, une nouvelle vague de dispositifs qui étaient en développement et qui montrer leur efficacité. Mais là, je pense qu'on est arrivé à un point aussi où il y a une certaine saturation quelque part du marché, au moins pour l'instant, parce que maintenant, un petit peu tous les gros fournisseurs, chacun a sa combinaison de dispositifs. Mais bien évidemment, les dispositifs s'améliorent. On est maintenant sur la deuxième ou troisième génération de cathéters d'aspiration, par exemple, qui peuvent arriver. Mais bien évidemment, c'est plus la même excitation qu'au début de l'arrivée de la thrombectomie mécanique. Et en plus, les exigences montent. Et les exigences montent à la fois même aux États-Unis, parce que là, maintenant, de mettre un nouveau dispositif sur le marché, il faut démontrer une supériorité des fois, ou qu'on a maintenant des cohortes où il faut avoir grosso modo la randomisation contre un standard of care qui est un autre dispositif. Donc là, les exigences montent, ce qui veut dire que la mise sur le marché, bien évidemment, se retarde. Et en même temps, comme tu viens de le dire, avec la MDR en Europe, ça a bien sûr mis un grand ralentisseur sur tout le développement des dispositifs médicaux en Europe. Malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui est exactement ça, ce que tout le monde a déjà dit il y a 7 ans quand c'était annoncé pour la première fois. C'est que grosso modo, si les exigences sont surtout pas très claires de qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre les dispositifs sur le marché, à un moment, les investissements vont se ralentir. Et c'est exactement ça ce qu'on est en train de voir. C'est que maintenant, les investisseurs, quand même, ils recommandent plutôt d'aller directement sur le marché américain parce qu'au moins, c'est un marché cohérent avec un pathway clair parce qu'on peut discuter avec les FDA en amont pour comprendre exactement de qu'est-ce qu'on a besoin. Et même si les exigences sont hautes, au moins les exigences sont claires.
Et ça, malheureusement, en Europe, on n'a pas les mêmes possibilités, les mêmes opportunités, ce qui fait que je pense que celui qui va souffrir, c'est le patient européen à la fin, parce que les toutes nouvelles développements qui avant arrivaient d'abord en Europe, ils vont arriver en deuxième, voire pas du tout, parce que ça ne vaut peut-être pas la peine d'investir dans le développement en Europe. Parfait, ben, merci pour ces explications. On arrive au troisième volet de notre webinaire. Alors, n'hésitez pas à vous poser vos questions, encore une fois, hein, vous êtes là nombreux. Si vous avez besoin de clarification, c'est le moment, ou même si vous pouvez amener quelque chose de pertinent, c'est intéressant, toujours pour nous. Troisième volet, c'est l'actualité évidemment de chacune des entreprises que vous représentez et je pense que cette actualité est très riche. Alors on va peut-être commencer par Franz pour Donc, la suite des événements. ouais. Franz, qu'est-ce qui se passe du côté de Clotilde? Oui, donc du côté Clotilde, la bonne nouvelle est on a terminé les inclusions dans notre première étude clinique, notre First in Human pour Clotilde, justement, qui était donc effectuée en France. On a fait ça, on a fait une First in Human aussi en France et en Australie. Et donc là, on va annoncer les résultats de cette étude d'ici 2 semaines au congrès Link, qui est un des grands congrès internationaux qui se tient chaque année au Louvre, où on va présenter ces résultats et on est bien évidemment très excités de dévoiler les résultats au monde. Un peu plus de détails sur l'étude clinique elle-même. Donc, l'étude clinique, c'était donc donc là, des résultats, je ne peux pas en parler, bien évidemment, mais Oui. c'était un first in human dans lequel donc on a mis pour la première fois le dispositif dans des humains. Et l'objectif principal, c'était à la fois de démontrer la safety, donc la sécurité d'utilisation de ce dispositif, et à la fois aussi de démontrer qu'avec notre impédance, on est en capacité donc identifier les caractéristiques des caillots qui bouchent les artères. Ouais. Et il y a quelque chose d'intéressant à dire quand même aussi, c'est comment dire, la durée de l'intervention grâce à votre dispositif est quand même réduite de Bon, manière assez considérable. C'est intéressant de discuter de ça. l'idée, donc là, comme je disais, ça c'est le first in human, donc on va après aller sur l'efficacité clinique dans les études qui vont suivre, mais l'objectif est effectivement grâce aux informations fournies par notre dispositif, de réduire le nombre de passages et du coup, en espérant améliorer la probabilité pour le patient de se remettre bien après l'intervention. Parfait, merci Franz. Marc, on est dans un domaine très spécifique, alors il faut raconter un peu l'histoire du produit de Biox 101 parce elle est quand même assez exceptionnelle aussi. Oui, elle est très originale en fait, et tout à l'honneur évidemment de notre fondateur scientifique, Edmond Godefroy. Nous avons ici une séquence de 67 acides aminés, un petit peptide qui a été identifié dans la salive du tic. Vous connaissez tous cet insecte qui reste dans la peau de votre chien ou chat s'il a été dans les champs, par exemple. Alors, ça n'a rien à voir avec la maladie de Lyme, hein, soyons clairs, ici. Mais ce tic, en fait, va rester sans être vu par le système immunitaire, sans être rejeté, en gardant le sang liquide, pouvoir continuer à faire son rythme de nutrition via le sang et donc son cycle de reproduction. Et donc, après de nombreuses années de recherche, cette séquence a été identifiée et elle peut être vraiment être qualifiée de first in class, puisqu'elle combine, comme tu l'as dit, Jacques Bernard, une activité tout à fait aussi intéressante, c'est-à-dire que d'un côté, elle bloque l'infiltration et l'activation des neutrophiles et ce qu'on appelle la nétose, et d'un autre côté, elle empêche la coagulation en inhibant les facteurs 12 et 11 activés de la cascade de coagulation, mais sans augmenter le risque de saignement. Donc, autrement dit, le patient arrive dans une unité d'AVC, il va pouvoir être traité, même s'il arrive avec son hémorragie. Et l'idée, ici, bien sûr, on va rien pouvoir faire au niveau, comment dire, des dégâts primaires qui sont dus à cet hématome, à cette pression évidemment sur le tissu
cervicale. Mais par contre, l'idée, c'est vraiment de pouvoir prévenir au mieux les dégâts secondaires qui sont générés par cette neuroinflammation qui apparaît avec un neutrophile à peu près plus ou moins 6 heures après le début de l'hémorragie, et aussi cette formation de microthrombie, de microcaillots qui vont générer évidemment de l'ischémie plus loin dans le cerveau, voire dans le corps, et des thromboses veineuses profondes. Donc ici, l'idée est vraiment de permettre, comme je vous le disais, de prévenir ces dégâts secondaires et de permettre aux patients de récupérer plus vite et mieux. Alors, par rapport à ce que disait Gilles, c'est clair que ici, l'AVC ischémique n'est pas du tout une maladie rare, mais l'AVC hémorragique l'est. Donc, en fait, nous avons déjà discuté et fait une pré-soumission avec l'IME qui nous a demandé de faire une soumission. Le processus n'est pas tout à fait le même en parallèle à la FDA. Nous avons confirmation que l'hémorragie intracérébrale est bien une maladie orpheline et que nous pourrions obtenir ce qu'on appelle un Orphan Drug Designation, donc cette désignation de traitement de maladie orpheline. Alors ça, c'est très important parce que si nous avons cette désignation, et encore une fois, l'étude de phase 2A va être clé pour cela, ça veut dire que nous pourrions, avec une phase 2B basée sur l'efficacité, arriver rapidement sur le marché, c'est-à-dire avoir donc une mise sur le marché, une approbation conditionnelle, et donc de pouvoir éviter une phase 3. Donc ici, cette phase 2A qui a démarré maintenant et il y a déjà quelques temps, nous sommes en train de recruter les patients. C'est une étude ouverte, randomisée, qui a pour premier objectif de regarder et de confirmer évidemment la sécurité d'emploi de notre produit Biox 101, puisqu'il a déjà été prouvé dans une phase 1, bien sûr, mais c'était sur des volontaires sains. Et également, nous regardons toute une série, évidemment, de points d'efficacité, de signaux d'efficacité, outre la mortalité et la récupération fonctionnelle à différents moments jusqu'à 360 jours. Nous allons regarder aussi avec l'IRM ce qui se passe au niveau de l'œdème, de la réaction inflammatoire, toute une série de biomarqueurs également, de manière à avoir un protocole de phase 2B qui, n'existant pas de manière standardisée pour le moment, dans cette indication, puisse répondre aux exigences des autorités réglementaires, aux exigences des experts pour pouvoir enfin apporter une solution, ou en tout cas un bon début de solution pour ces patients affectés par cette hémorragie intracérébrale. Comme quoi, il faut toujours s'intéresser aux insectes mal aimés, Ah oui, ben, n'est-ce la nature pas? nous apprend toujours beaucoup de choses, hein. Étant zoologiste de formation, je peux vous en parler. Parfait, merci, merci Marc. Alors, Gilles, il y a de l'espoir avec l'endocimab parce qu'il y a une sous-population qui est intéressante et ça, c'est la bonne nouvelle quand même. Oui, 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 c'est une. Enfin, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, en tout cas, en tout cas, il y a de l'espoir. Oui, oui, juste pour revenir sur le produit que nous développons, donc c'est un fragment d'anticorps qui est dirigé contre une glycoprotéine plaquettaire, la GP6, et la thèse, je dirais, de démarrage de la société, il y a maintenant 10 ans, c'était de développer un antithrombotique sans risque hémorragique, puisque la GP6 et c'est le récepteur des plaquettes sur le collagène, mais aussi sur la fibrine polymérisée, le fibrinogène. Et donc, l'idée était comme la GP6 n'est pas une glycoprotéine qui est utilisée dans l'hémostase physiologique, c'est-à-dire quand on se coupe ou quand on saigne, on n'utilise pas la GP6 pour arrêter le saignement, on utilise d'autres ligands. Donc, on avait là un potentiel antithrombotique sans risque hémorragique. Et évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, l'hémorragie cérébrale étant la principale complication des AVC ischémiques, et puis on s'est tout de suite tourné dans cette indication, même si on savait qu'elle était difficile. Donc on a fait un premier essai qui a démarré en 2019-2021, en pleine période pandémique. Et donc, dans cet essai, chez des patients, en plus de l'altéplase et pour la moitié d'entre eux, Franz, qui avait été thrombectomisé. Donc, cet essai était un essai dont le critère principal était la safety, la tolérance. On voulait, et on voulait ne pas voir plus d'hémorragie cérébrale
dans le groupe traité par Glenzocimab que dans le groupe placebo, non seulement on a vu ce résultat, mais on a vu surtout un résultat un peu inattendu qui était, on a eu moins d'hémorragie cérébrale dans le groupe traité par rapport au groupe placebo et on a vu moins de mortalité dans le groupe traité que dans le groupe placebo. Et ceci dit, de façon, je le redis, très inattendue, qu'on a eu du mal à comprendre au départ, et maintenant qu'on comprend mieux, en fait, notamment lors de la thrombectomie, mais je dirais lors de la recanalisation de l'artère en général, il y a des agrégats de leucocytes, de plaquettes qui vont aller dans la circulation d'aval. Et c'est pour ça, Franz l'a dit, que plus on recanalise l'artère en une fois et correctement, moins on va provoquer ces dommages en aval de la lésion. Et donc, en évitant finalement ces agrégats, on diminue ce qu'on appelle la thromboinflammation, on a diminué la transformation hémorragique, on a diminué la mortalité. Donc, c'est vrai que ce résultat qui était tout à fait inattendu, en plus significatif sur le plan statistique, qui vient d'être publié dans le Lancet Neurology, nous mettait beaucoup d'espoir. Le deuxième essai que nous avons fait et dont tu voulais parler, Jacques Bernard, c'est l'essai ActiSafe qui a été fait en Europe, en Israël, en Angleterre et aux États-Unis sur plus de 400 patients. Est un essai qu'on avait commencé avant d'avoir les résultats d'Actimis, qui était un essai adaptatif dont on a changé d'ailleurs deux fois le critère principal pour, d'une part, s'adapter aux résultats d'Actimis. Et donc, cet essai, finalement, et pour s'adapter aussi aux discussions réglementaires que nous avions eues, parce que nous avons la désignation Prime et nous avions eu un Scientific Advice à l'EMA. Et puis, nous avons également dialogué avec la FDA et pour s'apercevoir que la FDA et l'EMA n'étaient pas du tout d'accord sur le type de critère principal d'une étude d'enregistrement, ce qui d'ailleurs montre qu'il n'y a rien eu dans ce domaine. Ça veut dire que les agences elles-mêmes ne s'étaient pas mises d'accord et n'avaient pas dialogué entre elles sur des nouveaux médicaments. Et donc pour, je dirais, ménager je dis pas la chèvre et le chou, mais les deux continents, on a modifié l'année dernière le critère principal et le critère secondaire en prenant pour le critère principal la diminution des patients les plus sévères, c'est-à-dire incluant la mortalité, et comme critère secondaire, l'amélioration des patients avec un retour à la vie quasi normale donc avec un score dans notre jargon qui est de 0 à 2, c'est-à-dire des patients faiblement handicapés. Donc cet essai était designé pour ces deux critères avec théoriquement une puissance statistique suffisante et comme on l'a annoncé il y a quelques semaines maintenant, les deux critères, le critère principal et le critère secondaire, ne sont pas sortis de façon significative, ce qui évidemment est une mauvaise nouvelle pour d'une part la société, pour les patients, pour tout le monde. Donc, c'était quelque chose de relativement négatif. Puis, on a travaillé sur d'autres analyses et finalement, le professeur Martin Corman, qui était l'investigateur principal européen, assisté d'ailleurs du professeur Jim Grotta aux États-Unis, a présenté la semaine dernière au Congrès européen les résultats de cette étude, donc de façon très factuelle, en disant le critère primaire et le critère secondaire ne sont pas sortis. Par contre, il y avait un autre critère secondaire qui était les patients revenant complètement à la vie normale, c'est-à-dire dans notre jargon, encore une fois, le score 0,1, c'est-à-dire des patients qui n'ont plus de handicap. Et donc, on a eu
la chance d'une part de voir une tendance qui a été présentée par le professeur Corman dans cette population, et puis dans les analyses post-hoc que nous avons fait, et là ça va résonner pour Franz, dans les patients complètement recanalisés, eh bien, chez lesquels, malgré la recanalisation complète, ces gens-là peuvent garder dans un pourcentage encore élevé un handicap, on a eu la chance de voir un pourcentage de patients revenant à la vie normale, non pas statistiquement significatif, mais une belle tendance. Donc, ceci nous ouvre un certain nombre de perspectives et tous les contacts qu'on a eus tant à l'ESOC que depuis l'annonce de ces résultats négatifs auprès des key opinion leaders mondiaux nous font dire non, non, le produit a encore un intérêt. Il faut d'abord continuer l'étude qui est en cours en France, qui s'appelle l'étude Green, qui est une étude sponsorisé par l'ANR et dont le promoteur est la PHP et qui est une étude chez les patients thrombectomisés jusqu'à 24 heures. Là encore, Franz a tout à fait raison, l'évolution de la thrombectomie est importante et dans le temps de prise en charge pour les patients. Donc il faut continuer cette étude et puis il faut continuer une étude qu'on vient de commencer en Angleterre dans l'infarctus du myocarde. Donc, je dirais, oui, le glenzosimab n'est pas mort. Euh, je pense que cet anticorps a encore un intérêt réel dans la prise en charge de l'accident vasculaire cérébral ischémique. Il faut bien entendu qu'on affine le futur plan de développement. Donc voilà où nous en sommes. Ce que tu annonçais comme une bonne nouvelle est je vais dire, un bon espoir. Un chemin positif avec un. Absolument, absolument. Parfait. Merci, merci beaucoup. Alors, vous avez été tellement excellent et brillant dans vos exposés respectifs qu'il y a peu de questions pour le moment, mais il y en a deux quand même. On va les formuler. La première concerne les investisseurs qui ne sont plus intéressés par le traitement des handicaps post-AVC, donc ce qu'on a signalé, hein, et quels sont, selon vous, les paramètres à privilégier en termes de restauration du handicap, locomotion, mémoire, troubles du comportement. Qui a envie de répondre Euh, à cette question? Juste pour être un petit peu provocateur, moi j'aurais tendance à dire qu'il faudrait plutôt essayer de prévenir ces handicaps Ouais. que de les traiter. Mais bon, c'est mon côté pharma, évidemment, comme j'y ai passé une grande partie de ma vie. Donc voilà, moi je ne suis pas du tout habilité à expliquer que faire malheureusement pour les patients qui sont passés par cette terrible épreuve et qui doivent pouvoir récupérer. Là peut-être que Gilles, tu auras de meilleures informations à donner que moi. Mais en tout cas, moi je donnerais un maximum sur des sociétés qui essaient justement de découvrir, de développer des traitements pour essayer de prévenir au mieux tous ces dégâts évidemment qui génère ce burden, comme on dit en anglais, ce fardeau sur les patients quand ils sont capables de survivre. Oui, oui, moi je voudrais, tu as raison, moi je voudrais rajouter aussi, et ce qui montre quand même la difficulté de cette pathologie et surtout l'absence de traitement depuis de nombreuses années, c'est que l'échelle réglementaire, je dirais, de mesure du handicap est une échelle extrêmement grossière. C'est le fameux score dont je parlais qui va de 0 à 6, 0 étant la vie normale, 6 étant le décès et 3 étant, je dirais, un handicap qu'on appelle modéré, c'est-à-dire que le patient a quand même une certaine autonomie et marche avec des béquilles. 4, il est en fauteuil roulant. Bon, donc c'est une échelle extrêmement grossière et qui ne prend pas du tout en compte la réelle qualité de vie, qui ne prend pas du tout en compte les aspects cognitifs, qui ne prend pas du tout en compte l'aphasie,
qui ne prend pas du tout en compte les démences ou même les dépressions post-AVC. Donc il y a encore énormément de travail à faire pour que nos traitements puissent être jugés sur des critères un peu plus fins que cette simple échelle de 0 à 6 qui est une échelle purement physique. Donc je crois que là, il y a un énorme travail qui doit être fait non seulement par les neurovasculaires, mais également par les neurologues et par les psychiatres pour prendre en compte tout ce qui se passe après l'AVC. Et encore une fois, ce dont on est en train de parler tous les trois, c'est du traitement des premières heures, mais il y a tout le reste derrière. Et la vraie question, c'est dans ce traitement des premières heures, on peut probablement avoir des effets à plus long terme qu'on est aujourd'hui incapable de mesurer, puisque le score dont je vous parle, c'est un score à 3 mois et aucun d'entre nous ne se risque vraiment à mesurer ce qui se passe à 6 mois ou à un an, de peur de ne rien voir ou de peur de ne pas être assez sensible. Tout à l'heure, vous évoquiez les uns et les autres comment dire, une absence de détection autant dans l'infarctus. On connaît les signes, on les pratique couramment, on va dire. Autant dans le l'AVC, il y a une espèce de flou artistique, on peut dire une absence de détection, alors qu'on pourrait travailler sur cette prévention-là déjà. Je pense que c'est beaucoup l'éducation. On en avait parlé, parce qu'il y a des symptômes quand même assez clairs qui permettent d'identifier qu'un patient est potentiellement en train de subir un AVC, mais c'est juste, ces fameux critères FAST, le visage, le fait le fait qu'il y a grosso modo, par exemple, il y a une plagie sur une des côtés, le fait de ne pas parler correctement. Donc, il y a des moyens de l'identifier, mais il faut justement avoir la capacité de le faire. Et ça, c'est une question d'éducation. Je pense que c'est passé. Et il y a des gros efforts là-dessus, à la fois, bien sûr, par la World Stroke Organization, mais en Europe, pareil. Et aussi, je dirais, il y a des médecins même qui essaient justement d'avancer. Je pense à Vincent Costella, par exemple, qui a tout un programme qui essaie de rendre ça plus accessible aux personnes. Et c'est ça sur lequel il faut travailler, que dans notre vie quotidienne, on identifie ces signaux rapidement et on appelle tout de suite les urgences. C'est tout ce qu'il faut faire. Après, c'est à amener le patient à l'hôpital. Tout à fait, mais comme Gilles le disait tantôt, le problème c'est que personne ne sait s'il va devenir un patient, entre guillemets, heureusement d'ailleurs, dans les heures qui viennent ou pas. Donc ça veut dire qu'on doit éduquer pas seulement ceux qui sont plus à risque, mais également tout l'entourage. Alors oui, il y a des facteurs de risque, Oui. hein, on pourrait Mm. bien sûr se focaliser là-dessus, mais l'entourage doit être extrêmement réactif, comme disait Franz, et être capable Ouais. d'appeler l'ambulance. L'ambulancier doit être quand même formé également pour l'envoyer directement en salle d'urgence et avec la bonne piste. Et puis il y a Mm. tout le CT scan, etc. Mais bon, voilà, Mm. il y a des cas aussi qui sont beaucoup plus difficiles. Le patient qui dort, le patient qui est seul, sont des problèmes qui sont très difficiles à résoudre et qui ne peuvent être résolus que si le patient est encore Mm. conscient et conscient de son problème et qu'il a encore une capacité de réagir avec son environnement pour pouvoir lui porter aide. Donc, c'est très complexe. Pour avoir, encore une fois, travaillé là-dessus il y a déjà 25 ans, je vois que ça n'a pas malheureusement beaucoup évolué, mais c'est vraiment hyper nécessaire. Oui. Marc, il reste une seule question et elle est pour vous. Quel est le profil du patient post-AVC que vous recherchez pour l'évaluation de votre médicament? Donc, en fait, les patients qui sont éligibles pour l'étude clinique pour le moment sont des patients
qui vont arriver relativement rapidement, mais on n'est pas limité à 4h30 ou à 3 heures comme avec le RTPA. Donc, ça veut dire qu'il y a une fenêtre de 24 heures pendant laquelle on peut les traiter. Alors, à ce stade-ci, c'est encore une intraveineuse de 48 heures qui va couvrir les fameuses 72 heures. On se limite aux patients adultes, mais bon, c'est normal, c'est clairement dans cette catégorie que les patients arrivent. On se limite à 60 millilitres d'hémorragie, ce qui représente 80 à 85% des patients. Donc, au-delà, on est dans des cas beaucoup plus dramatiques qui nécessitent souvent une intervention chirurgicale. Donc, grosso modo, si on respecte évidemment cette indication d'hémorragie intracérébrale de manière à avoir une population homogène, on a la possibilité de traiter des patients de ce type, adultes, qui arriveraient avec ce genre d'hémorragie et jusqu'à 24 heures dans le protocole actuel. Merci beaucoup pour ces précisions. Merci à tous les trois. On a passé un bon moment ensemble avec beaucoup d'informations. J'espère que notre public, notre auditoire aura apprécié vos exposés et vos interactions. Un petit mot quand même sur la fin. On se retrouve à Lyon le 27 juin 2024 pour notre Health Tech Acceleration Summit. Ça va être un bon moment parce que on va parler d'innovation, on va parler d'innovateurs, on va parler du conflit entre l'investisseur gestionnaire et l'innovateur qui veut aller toujours plus loin. C'est intéressant comme débat, c'est ce qu'on a prévu. On a Laurent Tchéno-Herman qui sera là avec nous pour présider cette journée pendant toute la journée avec nous. Donc inscrivez-vous à notre événement. Il reste quelques places, méfiant parce qu'il n'en reste pas beaucoup. On est sur un bateau et ce bateau, il a 200 places, sinon on chavire et il ne faut pas qu'on chavire. Donc, merci de nous rejoindre. Encore un très, très grand merci à tous les trois, un très grand merci à nos auditeurs et à très bientôt pour un prochain trois entrepreneurs contre une thérapie contre une maladie pour soigner. On ne sait pas, la prochaine fois, ce sera pour l'audition, on sera aussi dans l'ophtalmologie et d'autres aires thérapeutiques. Merci encore, bonne fin de journée. Merci Merci beaucoup. Jacques Bernard. Merci Bernard. beaucoup pour l'invitation. Merci. Au revoir.